Alors pourquoi personne n'est-il parti nulle part? Quel est le principal secret? Mémorandum des États-Unis et de l'Iran. Le 19 juin, une cérémonie devait avoir lieu en Suisse, dans la station de montagne de Bürgenstock. Les délégations des États-Unis et de l'Iran devaient en signer un document mettant fin à la guerre au Moyen-Orient. Les journalistes étaient déjà rassemblés, l'avion du vice-président Vance était stationné sur la base aérienne près de Washington. Le personnel, comme on dit, faisait chauffer les moteurs. Et personne n'allait nulle part. N'est pas parti. Raison officielle? La logistique, c'est comme se demander pourquoi on a mal au ventre, parce qu'on a un syndrome douloureux. Je vais vous prouver tout de suite que ce n'est pas vrai. Je ne parle pas du ventre, et la véritable raison pour laquelle cette cérémonie a été annulée en dit plus sur ce qui se passe que tous les 14 points du mémorandum réunis. D'ailleurs, les points du mémorandum, pour anticiper un peu, ne racontent rien du tout. Elle n'a pas été annulée pour un problème technique lié à la rencontre, mais parce qu'une chose simple était physiquement impossible. Avant d'en parler, nous devons encore clarifier une chose qui, en apparence, n'a pas de rapport avec cette situation, mais qui en a en réalité. Entendre les voix de nombreux stratèges juifs de salon est tout simplement devenu insupportable. Je suis obligé de leur poser une question, qu'il nous est très utile à tous de comprendre, et cela aidera à comprendre la suite. C'est précisément à ce moment-là que la compréhension devient absolument nécessaire pour, au moins regarder logiquement ce qui se passe. Il faut comprendre ce qu'il adviendra d'Israël si l'Amérique refuse de lui fournir des armes et cesse d'être, comme on dit, son ami et sa protectrice. C'est un scénario hypothétique. Un scénario hypothétique, Dieu nous en préserve, ce n'est pas une prévision, mais une évaluation basée sur des faits. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai faite, j'essaie seulement de vous la transmettre. Du point de vue militaire, l'aviation. Donc il y a les F-35, IF-15, IF-16I. Sans la livraison de pièces détachées des États-Unis, la flotte commencera à se dégrader en quelques mois, pas en quelques années. Sans maintenance, la capacité opérationnelle chute brutalement. Déjà à un niveau, comme le disent les spécialistes, de 6 à 12 mois. Maintenant, la défense antiaérienne, on parle tout de suite du dôme de fer, Arrow, 2 Arrow, 3 frondes de David. Donc tous ces systèmes-là dépendent de façon critique des composants américains et du réapprovisionnement en intercepteurs. Lors de tirs intensifs, que ce soit depuis l'Iran, le Hezbollah ou les Houthis, les stocks d'intercepteurs s'épuisent très rapidement. C'est le point le plus critique, Maintenant, les réservistes, donc environ 465 000 personnes, 3 ans de mobilisation continue, effondrement de l'économie civile et du marché du travail. On constate déjà un manque de main-d'œuvre, surtout dans le bâtiment et le tourisme. L'industrie de la défense locale, comme Rafael et Elbit, peut combler partiellement les lacunes, mais ce sont des solutions incomplètes. Mais pas en termes de qualité ni de volume de défense, surtout en ce qui concerne les plateformes de haute technologie. Maintenant, parlons de l'économie. La dette gazière a déjà dépassé 60%, c'est-à-dire du PIB, c'était avant le gaz, jusqu'à 70,5% d'ici la fin de l'année 2026. Le ministère des Finances d'Israël prévoit encore 116 milliards pour la défense sur 10 ans. C'est, messieurs, 6 PIB, sans l'aide des États-Unis, qui est actuellement à la fois financière et sous forme d'achat d'armes à des conditions préférentielles. N'oubliez pas cela non plus. Cette trajectoire s'accélère depuis longtemps, comme on aime le dire, donc de façon exponentielle, n'est-ce pas? Surtout si les combats continuent, et non une simple défense passive. Et là, nous parlons bien de la poursuite des hostilités. 3 ans. Donc en 3 ans sans aide extérieure. Première année. Israël se bat, il se bat presque comme aujourd'hui. Il y a des réserves, Dieu merci. Mais le prix augmente. Inflation, augmentation des impôts, dette. D'accord. Deuxième année, pour l'instant c'est supportable. Dégradation marquée de la flotte et des défenses aériennes. Pénurie d'intercepteurs et de munitions lors des pics du conflit. C'est déjà mauvais. Les économies entrent dans une zone de crise. Je dis des mots qui ne sont pas très clairs. Mais croyez-moi, c'est une zone de crise, n'est-ce pas? La troisième année, sans approvisionnement extérieur, les armements modernes, en particulier l'aviation et les logiciels, tombent en panne plus vite qu'ils ne sont remplacés.
L'économie exige une consolidation stricte, hausse des impôts, réduction des dépenses civiles. Vous ne voulez pas de cela, messieurs. Ou bien une forte augmentation de l'inflation et des emprunts. Les capacités militaires en termes d'intensité et de durée des opérations. Surtout sur plusieurs fronts, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Il y a l'Iran, il y a le Liban, il y a Gaza. Et tout cela se passe en même temps. Les possibilités se réduisent sérieusement. C'est la principale conclusion des experts. Mais c'est le Quincy Institute, NPR, Foreign Policy. Autrement dit, 3 ans de guerre totale sur plusieurs fronts sans les États-Unis pour Israël. Voilà la conclusion. Physiquement impossible. Ce n'est pas une option envisageable. C'est la conclusion. Physiquement impossible. Il faudra soit réduire drastiquement l'ampleur des opérations, soit faire face à l'épuisement de la défense aérienne, de l'aviation et à une crise financière. Tout cela en même temps. Sachant tout cela, le vice-président des États-Unis d'Amérique, Vance, que les Israéliens viennent d'accuser de traîtrise et d'antisémitisme, a déclaré ce qui suit. Qui en Israël pense que son principal problème, c'est le président des États-Unis? Il est temps de se réveiller, messieurs. Il n'a pas utilisé le langage qu'il voulait vraiment utiliser. Comprendre la réalité de la situation de ce côté du pays. Il a ajouté que Donald Trump est le seul chef d'État au monde qui sympathise avec Israël. Je sais que cela a provoqué une tempête d'émotions chez beaucoup de mes amis et connaissances, même chez des personnes qui me sont très proches. Nous en avons parlé avec eux. Ils disent « Comment a-t-il pu dire ça ? Les gars, c'est la vérité. » C'est la vérité. Il faut en tenir compte. Netanyahou, bien sûr, est resté silencieux. Très publiquement. Mais par exemple, Yaakov Kedmi n'est pas resté silencieux. Vous savez, il passe tout son temps à la télévision d'État russe. Il est l'ancien chef du Native. Il a prédit que Netanyahou irait en prison après la fin de la guerre. Il a déclaré que les États-Unis mettent fin aux guerres lorsqu'elles deviennent trop coûteuses. Et les intérêts d'Israël ne sont pas une priorité pour Washington. Il a absolument raison. Il a raison. Les intérêts américains ne sont pas prioritaires pour Israël. Il serait bien plus avantageux pour les États-Unis de dire aux Arabes « Oui, je vais maintenant vous envoyer ces 10 millions de personnes. Disons, il y a là-bas 1,2 milliard d'entre vous, alors faites ceci et cela pour moi en échange. » Donc cela ne peut pas être présenté comme une victoire de Washington, selon le sénateur démocrate américain Mark Warren. Le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, de quelle nationalité est-il? Il a qualifié l'accord de capitulation inconditionnelle des États-Unis. Cette citation circule activement sur le Renet en ce moment comme preuve de la faiblesse de Donald Trump. Eh bien, j'espère que vous savez déjà que ce que disent les démocrates à propos de Donald Trump doit être divisé par 1157 et 1157,4 pour qu'il y ait plus de preuves, pour arriver au moins à une certaine vérité. D'habitude, ici, c'est un mensonge absolu et effréné. Il ne se soucie même pas que cela ressemble à la vérité. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Vous pensez que l'analyse que je vous ai donnée sur la base des données israéliennes est inconnue des ministres du gouvernement israélien? Et si elle est connue, et ils disent qu'ils n'ont pas besoin de l'Amérique, que l'Amérique ne fait que gêner, alors soit ils sont complètement fous. C'est bien ça, non? Soit ils mentent. Oh, peut-être qu'ils mentent. D'ailleurs, j'admets tout à fait qu'ils sont fous, et je suis absolument sûr qu'ils mentent sans arrêt. Pas seulement à ce sujet, en général en principe, oui. Comment savoir si un ministre du gouvernement israélien ou un ministre du gouvernement américain ou un ministre du gouvernement français ment? Il a ouvert la bouche. Et tout de suite, il est devenu clair qu'il mentait. J'espère vraiment que vous comprenez qu'il ne faut pas écouter les membres du cabinet du gouvernement israélien comme s'ils étaient les gardiens et les porteurs de la vérité ultime. Certains d'entre eux mentent parce qu'ils sont idiots et cherchent à plaire à leur public. D'autres mentent parce qu'ils sont intelligents. Et ils essaient en sorte de présenter les choses comme si ce n'était pas nous qui commandions l'Amérique, ni l'Amérique qui nous commandait, parce que dans les deux cas, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes avec ça. Là-bas, il y a la population. Et là-bas aussi, il y a la population. Et ainsi de suite. Bon, d'accord. Maintenant que nous avons clarifié cette partie de ce qui se passe, revenons doucement à notre point de départ. À savoir, les représentants des États-Unis ne sont pas allés de la Suisse en Suisse pour rencontrer les représentants de l'Iran.
Quelle horreur, on dit d'une seule voix, les démocrates et autres représentants, les serviteurs du peuple. Pourquoi cette rencontre a-t-elle été annulée? Commençons par un fait que la presse mentionne à la va-vite, à tort. Le mémorandum est déjà signé. Le président Trump et le président iranien Pezeshkian l'ont signé à distance dans la nuit du 17 juin. Autrement dit, chacun d'eux l'a signé. Là-bas, ils ont ensuite échangé les documents, n'est-ce pas? Chacun séparément, de son côté. Le document est entré en vigueur immédiatement après la signature. La marine américaine a déjà levé le blocus maritime des ports iraniens. Téhéran a déjà commencé à laisser passer les navires marchands par le détroit d'Ormuz. Tout cela s'est déjà produit. Alors une question se pose, pourquoi cette cérémonie en Suisse était-elle nécessaire? Si les signatures sont apposées, le blocus est levé, les navires passent. Qu'allait-il donc faire devant les caméras à Bürgenstock? Et c'est là que ça devient le plus intéressant. La cérémonie, ce ne sont pas les signatures qui existent déjà, c'est l'image. Deux personnes se tiennent ou s'assoient côte à côte. Ils sourient, se serrent la main, ils se tournent vers les journalistes. Et ils répondent aux questions, ensemble. Dans la même salle. Sous les mêmes projecteurs. Et c'est justement cela qui ne pouvait pas arriver. Vous comprenez? Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas, ni qu'ils se sont disputés. C'était impossible. Pourquoi? Parce que voici ma thèse principale pour aujourd'hui. Gardez-la en tête. Et dans les 20 prochaines minutes, les deux parties vont vendre à leur opinion publique deux versions complètement opposées de ce qui s'est passé. Deux histoires incompatibles. C'est impossible lors d'une conférence de presse commune. Imaginez la scène. Un journaliste demande « Monsieur le Président » ou bien « Monsieur le Vice-président, est-ce une victoire ?» Et Vance répond « C'est la capitulation inconditionnelle de l'Iran. » C'est un fait. Trump a vraiment prononcé ces mots lors d'une interview. Et à côté de Vance se tient un représentant de l'Iran. Qui est-ce? Pezeshkian. Et il y aura quelqu'un d'autre qui devra se tourner vers les caméras iraniennes. Eh bien, mondialement, je veux dire, donc pour le monde entier. Elles seront aussi en Iran. Donc il faut montrer à la télévision, et montrer à son peuple. C'est exactement le contraire. Nous avons tenu bon, nous avons imposé nos conditions. Les Américains sont venus ramper pour négocier avec nous. Celui-là, nous l'avons vaincu. Eux, ils sont venus ramper. Eh bien, comment est-ce possible dans une même salle? Deux personnes ne peuvent pas dire en même temps « Je t'ai vaincu » et l'autre « Non, c'est moi qui t'ai vaincu », debout côte à côte et en souriant. Le spectacle s'effondre. C'est pourquoi la seule solution est de les séparer dans des pièces différentes. Que chacun réponde aux journalistes séparément. Et qu'il vende sa version à son public, sans regarder dans les yeux la personne qui, chez elle, raconte exactement le contraire. C'est de cela qu'ils avaient reconvenu. Et sur le texte était prêt depuis longtemps. Sur l'image aussi. Et c'est pourquoi il était impossible de partir. C'est pourquoi personne n'est parti. Et maintenant, voici quelque chose qui mérite qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse. Les dernières négociations juste avant la signature ne portaient presque pas sur le programme nucléaire, ni sur les sanctions, ni sur le pétrole. Elles portaient sur ceci. Comment rédiger le texte de façon à ce que les deux parties puissent tant dire à leur peuple « c'est nous qui avons gagné ». Réfléchissez-y. Les diplomates de deux pays ennemis. Ils étaient assis ensemble à rédiger un document conçu spécialement pour pouvoir être interprété de deux manières opposées. Ce n'est pas un bug, comme on dit. Vous voyez, il y a des failles dans leur accord. C'était le principal objectif des négociations. Je vais maintenant expliquer pourquoi cela était inévitable, aussi bien pour l'Iran que pour les États-Unis. Aucun des deux ne pouvait cesser la guerre sans déclarer victoire. Aucune. Et voilà pourquoi. Pourquoi l'Iran ne pouvait-il pas ne pas gagner? Imaginez donc, voici la direction iranienne. 4 mois de guerre. Des frappes sur des sites militaires, sur l'infrastructure. Maintenant, il faut s'arrêter. Comment expliquer à notre population que nous ne nous sommes pas vengés, n'avons pas frappé ni vaincu et qu'on a tout laissé ainsi? Ils nous frappent au visage et nous sourions.
Comment expliquer cela aux forces de sécurité, au corps des gardiens, à ceux qui ont bâti toute l'idéologie du régime sur la résistance à l'Amérique? Et là, comme on dit, on s'est fait casser la figure. Et ensuite, on ne sait même pas quoi faire. Parce qu'on dirait qu'on se rend. Non. Dire « nous avons perdu, nous nous rendons » pour le régime iranien, c'est un suicide. C'est la fin de la légitimité. À l'intérieur du pays, il y a des forces pour qui toute concession à Washington est une trahison. 40 ans de rhétorique. Ces forces n'autoriseront pas la direction à capituler simplement. Se faire couper la tête, c'est le mieux qui puisse leur arriver. La direction iranienne a donc besoin d'un texte. Donc la possibilité de répéter chaque jour, chaque heure, chaque seconde, nous avons tenu bon. Nous avons forcé le géant américain à lever le blocus. Nous avons ouvert le détroit selon nos conditions. L'uranium reste chez nous. C'est précisément l'Iran dont on n'a pas besoin, bon sang. L'Iran reste chez nous. Attention, c'est bien écrit dans le texte. L'uranium n'est emporté nulle part. Il n'est pas détruit. Il reste à l'intérieur de l'Iran. Et l'enrichissement est gelé au niveau actuel. Mais personne ne revient non plus sur les acquis existants. Au maximum, c'est de cela qu'il s'agit, comme on nous l'a dit, la dilution de l'uranium en Iran sous contrôle de l'AIEA. C'est en quelque sorte l'option minimale, qui reste encore à être approuvée à l'avenir. Messieurs, ce n'est pas un accord. Personne n'a encore accepté cela. C'est une entourloupe pour un idiot, à 4 points. Vous, auparavant. Celui qui était assis, vous, auparavant. En 60 jours, nous sommes ici, mais nous n'abandonnerons pas. Les Iraniens ont reçu exactement le texte qui leur permet de parler ainsi chez eux. Vous voyez ? L'uranium est à nous, l'Iran est à nous, l'uranium est à nous, le contrôle est à nous, nous ne nous sommes pas rendus. Et pourquoi ? Trump l'a dit. Il devait le dire. Il était obligé de dire que nous avons gagné. C'est pratiquement l'envers du miroir maintenant. L'administration de Trump a exactement le même problème chez elle, mais c'est le leur. 4 mois d'opérations militaires, de l'argent à n'en plus finir. Le risque ? Oui. Et tout s'est bien passé. Il y a eu moins de morts que le nombre de soldats qui meurent en temps de paix. Maintenant, il faut justifier cela à la fois à gauche et à droite. À droite, il y a les faucons, les partisans de la ligne dure. Pour eux, tout compromis avec Téhéran est une faiblesse. Et la faiblesse, nous ne pouvons pas être faibles. Il faut leur montrer. Nous avons pillé l'Iran. Eux, les Iraniens, sont venus ramper. C'est une capitulation. Il faut le montrer, le raconter, le crier. Pour que tout le monde le sache, les Iraniens aussi, ils ont capitulé. À gauche, certains étaient totalement opposés à la guerre. Ceux qui demandent « Pourquoi sommes-nous allés là-bas ?» Donald Trump doit donner une seule réponse aux deux publics. La victoire. C'est pourquoi elle appelle le mémorandum une capitulation sans condition. D'ailleurs, je me demande s'ils traduisent cela en persan, en farsi, ou s'ils ne le traduisent pas, ou s'ils le traduisent d'une manière complètement différente. Voilà, c'est pourquoi, dit-elle, que les États-Unis ont complètement écrasé l'ennemi par la voie militaire. Par la voie militaire. C'est pourquoi, à la question du journaliste, s'il a compris que son pouvoir a des limites, il répond « Quelle limite ? L'Amérique n'a aucune limite. » Et il ne peut pas faire autrement. Impossible. C'est pareil pour les Iraniens. Mais ils ne peuvent pas dire aux leurs « nous avons perdu ». Donald Trump ne peut pas dire « nous sommes revenus au point de départ ». Et pourtant, une partie de la presse l'écrit exactement comme ça. Et voici la première des promesses que je vais vous faire aujourd'hui. Dans quelques minutes, je vais vous montrer ce que la véritable presse britannique du Sud-Est écrit réellement à propos de qui a battu qui. Et l'une des réponses va vous surprendre, parce qu'elle est complètement opposée à ce que dit Trump. Mais d'abord, finissons avec l'essentiel, d'accord ? Le point blindé, et ainsi de suite. Voilà. Un point qui échappe à presque tous les commentateurs, et pourtant, il est essentiel. Les États-Unis mettent fin à la guerre, mais pour une raison quelconque, ils ne retirent pas leurs forces armées de la région. À l'heure actuelle, ils ne les retirent pas. Selon le texte du mémorandum, les troupes ne partent que 30 jours après la signature de l'accord final. Pas de ce mémorandum, non, de l'accord final. Qui, peut-être, n'existe même pas encore. Par exemple, la Corée du Nord et la Corée du Sud n'ont toujours pas signé de traité.
Ils ont signé un texte disant, en gros, qu'il y avait un mémorandum, mais rien de plus. C'est-à-dire que les navires américains restent en mer d'Arabie, la machine militaire reste sur place, et elle ne bouge pas. Le train blindé est en réserve. Que signifie cela en termes simples ? Le mémorandum était rédigé très élégamment. Une cessation totale et permanente, cessation des hostilités sur tous les fronts. Mais le point blindé n'est pas retiré. Il est écrit paix, mais le point est levé. Et il restera levé jusqu'à ce qu'il signe encore quelque chose. Qu'est-ce qui n'est pas clair ? Souvenez-vous de cette image et du point qui ne se dessert pas. Nous en aurons besoin maintenant, lorsque nous allons analyser le principal secret de tout ce document. Et le principal secret réside dans ces failles. Oui. Il y a des failles qui ont été faites exprès. La presse affirme, le mémorandum a été rédigé dans la précipitation. C'est pourquoi il est brut et contradictoire, mais j'affirme le contraire. J'affirme qu'il a été élaboré avec beaucoup de soin par les deux parties. Précisément afin que les deux parties aient des échappatoires. Analysons ces échappatoires, pour ainsi dire, une par une. Premier échappatoire, les contradictions dans le texte. Premier point. Le premier parle d'un cessez-le-feu permanent. Mais en même temps, tout le document est construit autour d'une période de négociation de 60 jours permanent. Et 60 jours à l'issue desquels quelque chose va se passer. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de permanent ou pas ? C'est logiquement incompatible, les analystes l'ont déjà souligné. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas le seul à le dire. Beaucoup d'analystes ont, pour ainsi dire, pointé du doigt en disant « Comment cela peut-il être possible, n'est-ce pas ?» La presse explique cela par la précipitation. Moi, je l'explique par un dessein délibéré. Permanent pour ceux qui veulent la paix chez eux, et 60 jours pour ceux qui veulent avoir la possibilité de tout changer. C'est le deuxième trou. Et le plus important. Il n'y a aucun mécanisme en cas d'échec. Voilà. Écoutez bien. Le mémorandum ne précise pas ce qui se passera s'il n'arrive pas à un accord. Eh bien, que va-t-il se passer ensuite ? Il n'existe pas de procédure de sortie, ni de sanction en cas d'échec, ni de déclencheur automatique. Les parties se sont engagées à conclure un accord définitif dans les 60 jours. Mais que se passera-t-il si les 60 jours passent et qu'il n'y a pas d'accord ? Silence, vide. Le texte ne dit rien à ce sujet. Oui, trou numéro 3. On peut repousser le délai, indéfiniment. Les 60 jours peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties. Si les deux parties sont d'accord, les négociations peuvent durer aussi longtemps qu'elles le souhaitent. 1 an, 2 ans, indéfiniment. Tant que les deux parties font semblant de négocier officiellement. Personne n'enfreint rien. À qui cela profite-t-il ? Peut-être à quelqu'un ? Peut-être que cela profite aux deux parties. Additionnez maintenant ces 3 failles, et regardez quelle structure pleine de trous en résulte. Imaginons que l'Iran viole une condition. Oui, il va forcément le faire, n'est-ce pas ? Il fait quelque chose de mal. La lettre du document accorde à Trump le droit de répondre par la force, même si ce n'est pas écrit. Mais Trump dit « Je ne vais pas répondre, c'est tout. J'ai le droit, mais je ne répondrai pas. Je poursuis les négociations car je suis très gentil. Car je suis un artisan de paix et offre une chance à la paix. » Applaudissements. Et inversement. Si les négociations échouent, Donald Trump déclare « Rien n'a marché, ils n'ont pas tenu parole. Le point qu'ils n'avaient jamais desserré entre de nouveau en jeu. » Comme ça, c'est ça, vous comprenez ce que ça veut dire ? Le document lie l'Iran plus fortement que Donald Trump. Parce que Donald Trump détient l'initiative militaire. Mais le document n'a pas de mordant. Toutes ces échéances, ces clauses, ces formulations, elles ne retiennent pas la main de Donald Trump, ni dans un sens ni dans l'autre. Il peut faire traîner les choses. Il peut pardonner une violation. Il peut déclarer un échec. Qui prend la décision ? C'est lui qui décide. La décision lui revient toujours. Et maintenant, voici la deuxième promesse. La dernière. La toute dernière, et elle est pour aujourd'hui. Maintenant. Dans quelques minutes à peine, je vais vous dire un mot. Un seul mot qui contient toute la clé de l'énigme. Pourquoi ce mémorandum est-il rédigé de cette façon ? Ce n'est ni une capitulation, ni la paix, ni le pétrole. Rien de tout cela, n'est-ce pas ? Un autre mot, un autre. Et ce n'est pas aussi court que vous le pensiez. Et quand vous l'entendrez, toute cette étrange construction pleine de trous formera une image claire. Mais d'abord ce qui a été promis. Ce qui a été promis à propos de la presse. Qui a gagné sur qui ? J'ai promis de vous montrer comment la presse répond à la question de savoir qui a gagné.
Regardez comme les avis divergent. Version numéro 1. Capitulation totale de l'Iran. C'est la ligne de Trump et de ses partisans. L'Iran est vaincu, il s'est soumis, il s'est rendu. Version numéro 2. Totalement opposé. Capitulation des États-Unis. Vous comprenez que la guerre vient à peine de se terminer, du moins temporairement. Et personne ne comprend qui a gagné, c'est-à-dire on peut prouver l'un ou l'autre. Autrement dit, chacun de vous, chacun de nous pense qu'il sait qui a gagné. Mais il y a quelqu'un qui est absolument certain de savoir mieux que les autres. Le média britannique Unheard écrit « L'accord ressemble à une capitulation totale. De Washington, voici l'Est. » L'argument est simple. L'Iran a seulement promis de ne pas fabriquer d'armes nucléaires, mais il l'avait déjà dit auparavant, notamment dans l'accord d'Obama, que Trump lui-même avait autrefois déchiré en morceaux. Autrement dit, disent les Britanniques, à quoi bon la guerre si le résultat est la même promesse qu'avant? Waouh! Version numéro 3. C'est simplement un retour au statu quo. Les médias mondiaux décrivent généralement cela comme un retour au point de départ. Ils affirment qu'il y a eu des combats, des tirs, des morts, et qu'on est revenu au même point. Le journal Medusa, que beaucoup considèrent pratiquement comme un média d'État, disons russe, formule cela de manière très dure. 4 mois de combat pour revenir exactement là où on était avant la guerre. Voilà, peut-être que c'est fait exprès, parce que c'est un média d'État russe, ou peut-être pas, je ne sais pas. Version des orientalistes. Téhéran a dicté les conditions. Waouh. Experts en la matière, orientalistes au cabel commerçant. Encore une fois, chez eux là-bas, oui, à l'étranger, enfin non, pas à l'étranger, de l'autre côté de l'océan. Il fait remarquer que, si l'on lit le texte littéralement, on a l'impression que l'Iran a résisté à la pression, et que l'Amérique est venue négocier selon les conditions de l'adversaire. C'est-à-dire que tu aurais pu prendre ce même accord. Eh bien, le mémorandum de 14 points, et tu peux le lire de telle manière que tu en viens à penser que l'Amérique est venue négocier selon les conditions de l'adversaire. Mais tu pourrais aussi le lire de façon à penser que l'Amérique a complètement gagné et que l'Iran a rampé jusqu'aux Américains pour négocier. À mon avis, c'est remarquable. Un document remarquable, n'est-ce pas? Certains disent que l'Iran a capitulé, d'autres que ce sont les États-Unis qui ont capitulé, et d'autres encore disent que personne n'a capitulé. Tout est revenu au point de départ. Et ils lisent de tous le même texte. Ce n'est pas un hasard, c'est justement cette ambiguïté qui a été introduite intentionnellement. Le texte est rédigé de manière à ce que chacun puisse y lire sa propre victoire. Ce qui nous ramène au mot que j'ai promis. Le mot est énigme. Voici ce mot, pause. Ni paix, ni capitulation, ni victoire, juste une pause, un arrêt, un temps mort. Je suis convaincu que toute la faiblesse de ce mémorandum, toutes ses failles, ce n'est pas une erreur, c'est une construction réfléchie, dont le seul but est de permettre aux partis de sortir de la phase active de la guerre sans perdre la face, de leur permettre de souffler. Et voici pourquoi je le pense. Pour certaines raisons internes, chaque parti, les objectifs internes de l'Iran et les objectifs internes des États-Unis ont coïncidé à un moment donné. Les deux parties ont eu besoin d'arrêter les hostilités et les dirigeants des deux pays ont commencé à chercher une forme juridique dans laquelle ils pourraient habiller cette pause afin qu'elle ne soit pas compromise chez eux. Parce que c'est une idée fondamentale. Chaque partie a chez elle des forces qui ne permettront pas de signer un accord de paix normal et honnête. Ces forces vont faire obstacle. Elles seront forcément là, du côté américain comme du côté iranien. C'est pourquoi la direction a dû rédiger non pas un traité de paix, mais un traité avec des failles. Un document qui paraît assez strict pour que les faucons locaux ne se révoltent pas, mais en même temps assez souple pour permettre une transition discrète vers la normalisation. Ils se livrent à ces drôles de danses. Des conférences de presse séparées, des conférences, des deux versions, des cérémonies annulées. Ce n'est pas parce qu'ils se dupent l'un l'autre, mais parce que chacun trompe les siens. Ce qui, chez eux, ne leur permettant pas de parvenir à la paix. Et en plus, les Américains ont novembre en tête. Nous ne savons pas exactement ce qu'il y a dans la tête de la direction iranienne.
Peut-être qu'ils doivent faire pression sur quelqu'un, peut-être qu'ils doivent désarmer quelqu'un, peut-être autre chose, nous ne savons pas, n'est-ce pas? Mais ce qu'il y a dans la tête des Américains, nous le comprenons. Dans leur tête, il y a les élections de novembre. Les 60 jours après la signature expirent mi-août, mais ce délai peut être prolongé. Rien n'indique que ce soit impossible, n'est-ce pas? Imaginez maintenant les options de Donald Trump. La première option, c'est de gagner du temps. Prolonger les négociations d'un commun accord, les mener mois après mois, tout en répétant à chaque fois « nous travaillons, nous sommes proches ». Combien de temps nous travaillons, personne ne le sait. Peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait un accord historique. Et tenir jusqu'au moment où la situation politique intérieure aux États-Unis changera. Elle changera le lendemain des élections. La deuxième option, c'est de promettre. Garder le public en haleine avec la promesse d'un grand accord final qui sera bientôt signé et qui changera tout. Que rien de tout cela n'a d'importance pour l'instant. Rien du tout. Troisième option, annoncer à tout moment que nous avons gagné. Encore une fois, il l'a déjà annoncé plusieurs fois, non? Nous avons gagné. Oui, parce que le texte le permet. Le texte est rédigé de façon à ce que chaque partie puisse dire ce qu'elle veut. Et c'est ce qui est crucial. C'est une conclusion logique, ce n'est pas une prédiction. Si un véritable accord final est un jour signé, si, je ne dis pas quand, oui, il pourrait contenir exactement le contraire de ce qui est écrit dans le mémorandum. Pourquoi? Parce que il n'y a rien dans le mémorandum qui oblige quiconque à quoi que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, la situation aura changé. Aux États-Unis, après novembre, la situation sera différente. En Iran aussi. Dieu seul le sait. L'équilibre interne peut changer. Les relations entre Israël et ses adversaires peuvent changer. La situation dans le détroit d'Ormuz peut changer. Le mémorandum ne fixe pas un résultat, il marque une pause. Jusqu'au moment où la situation deviendra claire. Voici un détail que presque personne n'a remarqué pour une raison quelconque. En novembre 2026, il n'y aura pas seulement des élections qui se profilent aux États-Unis, mais aussi pour la Knesset israélienne. Et là-bas, le mémorandum suscite déjà une réaction et une opinion fortement négative chez ceux qui veulent se débarrasser de Netanyahou. Ils disent de tous que c'est une défaite personnelle pour Netanyahou. Voilà ce qui est écrit là-bas. Oui, autrement dit, la logique de novembre fonctionne en miroir, dans deux pays à la fois. Souvenez-vous de cela. Nous reviendrons très bientôt à Israël. Parce que le rôle d'Israël ici, c'est lui qui est le plus intéressant. La direction israélienne montre par tous les moyens à quel point elle est mécontente. Netanyahou a clairement fait savoir qu'il n'a pas l'intention d'arrêter l'opération. De plus, il y a un message selon lequel ce sont précisément les frappes israéliennes contre le Hezbollah, en violation du mémorandum, ainsi que l'escalade dans le sud du Liban, qui ont finalement fait échouer la cérémonie suisse. La Maison-Blanche n'a pas confirmé officiellement. La raison officielle est restée la logistique. Mais cette version s'intègre parfaitement dans l'ensemble du tableau. Regardez maintenant l'aile droite du gouvernement israélien. J'ai d'ailleurs vérifié les faits pour vous. Ben Gvir, que j'ai déjà mentionné et que j'apprécie, le ministre de la Sécurité nationale, a déclaré clairement qu'Israël n'autorisera pas les États-Unis et l'Iran à conclure un accord. Israël ne le permettra pas. Ben Gvir chic, mon cher. Donc tu vois, il y a aussi une telle personne là-bas, donc il s'est aussi opposé. Tous deux menacent de quitter la coalition. Ils ne partent pas. Ils menacent, mais ne partent pas. Ils menacent, mais ne partent pas. Et puis, sous certaines conditions, ils partiront sûrement. Mais pas maintenant. C'est-à-dire qu'ils crient fort, mais ne comptent pas le gouvernement. Et ce fait de crier sans partir, c'est la clé. S'ils croyaient vraiment que c'était du capitalisme, si c'était une catastrophe, ils seraient le parti immédiatement. Pourquoi resteraient-ils membres d'un gouvernement qui a capitulé et qui a mené à la catastrophe? Dieu nous en préserve. Mais ils ne partent pas. Ils pourraient n'en marquer des points politiques avant les élections de novembre, mais ils restent. La question est, pourquoi? La réponse, c'est qu'ils savent quelque chose. Ils savent quelque chose, mais ils ne disent rien, comme une carpe, parce que c'est ma version. Certains d'entre eux comprennent que c'est un jeu. Un spectacle, n'est-ce pas? Une pose enveloppée dans une rhétorique menaçante, et ils ne veulent pas se mettre en danger en quittant le gouvernement à la veille des élections.
Eh bien, ils ne sont pas idiots quand même, n'est-ce pas? Ils crient pour leur électorat qu'ils considèrent eux comme des idiots. Ça oui. Mais ils restent là où se trouve le pouvoir. Il s'avère qu'en Israël, c'est exactement la même situation qu'aux États-Unis et en Iran. Les dirigeants suivent une ligne, les faucons locaux chaévéranés. Les dirigeants suivent une ligne, les faucons locaux font semblant d'être moi. Et tous ensemble, ils participent à une grande mise en scène, où les mots forts et les actions réelles sont à des étages différents. Même. Ils ne se croisent même pas quand ils se déplacent. Mais en même temps, je dois dire que, voilà, il se trouve que je suis optimiste. Donc personnellement, voilà comment je comprends toute cette histoire. Les dirigeants de l'Iran et des États-Unis veulent sortir de la guerre. Ils seraient Enzo prêts à en faire d'importantes concessions mutuelles, mais dans chaque camp, il y a des forces qui ne permettront pas de signer la paix. C'est pourquoi ils doivent retarder les choses, ou alors de faire traîner les choses avec Yossif. Pourquoi dit-on faire traîner les choses avec Vania? Je ne sais pas. Vania. Peut-être que Yossif était trop compliqué? Ossia. Donc ils essaient de tromper non pas l'adversaire avec qui ils inventent ensemble, n'est-ce pas? Comment faire ça? Mais leurs propres faucons. Ceux qui, dans chaque pays, entravent la normalisation. C'est précisément pour cela que je suis optimiste. Étrange, n'est-ce pas? Parce que d'après ce tableau, je vois que la direction des deux pays cherche une solution pacifique. Et non pas la confrontation comme beaucoup le crient. Ils ne cherchent pas un prétexte pour une nouvelle guerre, ils cherchent une forme identique pour une pause. Une pause qui pourrait devenir la paix. Quand les canons parlent, il est difficile de discuter, n'est-ce pas? Ils continueront à tirer, mais il ne doit pas y avoir d'intensité. Vu la façon dont ces trous ont été soigneusement faits. Quelle mise en scène précisément calculée. Ils sont assez intelligents et suffisamment motivés pour maîtriser leur faucon intérieur et ramener la région à une existence normale. Le mémorandum, que la presse qualifie d'échec et de travail bâclé, est en réalité un petit chef-d'œuvre. D'une ruse diplomatique, un document rédigé non pas pour vaincre quelqu'un, mais pour donner une chance à la paix, discrètement, sous le couvert de grands mots sur la victoire. Voilà pourquoi personne n'est venu en Suisse. Ce n'est pas parce que quelque chose est tombé en panne, mais parce que parfois il faut cacher la paix en coulisses, pour que ceux qui veulent la guerre n'aient pas le temps de tout gâcher. Et avant de finir, parlons-en de certaines réactions récentes des parties prenantes. Le guide suprême. Donc, Majtaba. Est-il vivant ou non? Enfin, je parle de son esprit, vous voyez? On ne sait pas. Mais un message est arrivé disant que lui ou quelqu'un pour lui a approuvé le mémorandum, malgré des réserves. C'est-à-dire, oui. Enfin, moi non. Mais oui. D'accord, le président de l'Iran, donc Massoud Pezeshkian. L'Iran s'engage à ne pas acquérir d'armes nucléaires. Qu'est-ce que cela signifie? Et la question du programme nucléaire, et un accord séparé sur 60 jours de négociations. Autrement dit, nous ne chercherons pas à obtenir des armes nucléaires. Nous continuerons à discuter du programme nucléaire et mettrons fin aux guerres tout en maintenant la flotte sur place. C'est le même type de déclaration, non? Donc il y a une telle personne. Yaakov, donc Amidror, c'est l'ancien conseiller de Netanyahou. Sérieux? Eh bien, un homme politique, un homme pour ainsi dire. Oui. Expert, je ne sais pas. The New York Times, donc il a fait une interview. Un mauvais accord dans lequel les Américains paient en liquide et au maximum ils ont reçu au maximum une lettre d'intention. Vous comprenez ce que c'est, non? Donc apparemment les Américains ont déjà donné quelque chose. Les Iraniens n'ont fait que promettre. Eh bien, ce n'est pas du tout clair ce qu'il veut dire, parce que les Américains ne paient certainement pas en espèces. Je comprends qu'ils le disent de façon allusive, n'est-ce pas? Les Américains ne paient absolument rien. Ils ne retirent pas leur armée de là-bas, ils ne donnent pas d'argent, ils ne remplissent aucune obligation. Pour ainsi dire, ils ne débloquent aucun fonds pour l'Iran qui, soit dit en passant, sont des fonds iraniens gelés. Rien. Rien du tout. Et le mémorandum lui-même est tellement vague et incompréhensible qu'on ne peut faire de telles déclarations que dans le but de gagner un peu d'argent pour soi-même. La chaîne 14, un média proche du Likoud, l'animateur Magal a qualifié Trump de « loser ». Kouchner et Twitkova.
2 Juifs qui ont vendu leurs frères en Israël. Incroyable, non? Pas mal. Eh bien, personne, à part les Israéliens, je pense même les Nord-Coréens ne pourraient pas faire ça. Il a traité Vance de salaud. S'il a vraiment réussi à dire ça, oui, donc il y a une possibilité que ce soit un mensonge, alors je serais très surpris s'il peut un jour entrer aux États-Unis d'Amérique. Je vais rêver avec la femme de Vance, juste pour aujourd'hui. Witkoff se serait adressé à Marc Rubio et aurait dit « Arrête Saget, à la frontière. Personnellement, je ne l'aurais certainement pas laissé entrer. » Eh bien, et mon préféré, je pensais auparavant qu'il jouait un rôle, mais maintenant je comprends que c'est juste un salaud. Le ministre de la Sécurité nationale et Tamar Ben-Gvir a appelé Israël à ignorer la clause de l'accord sur le Liban. Eh bien, c'est normal, non? Et maintenant, souvenez-vous de ce que cela signifie. Nous parlions de la guerre d'Israël au Moyen-Orient. Contre tous les adversaires sans que l'Amérique n'aide. Et vous verrez pourquoi je dis que Ben-Gvir est un idiot. Ou carrément un idiot. Il devait jouer discrètement, hocher la tête, marmonner, être mécontent, mais il crie comme un porc qu'on égorge. Un porc cacheur, bien sûr. Eh bien, comme on dit, il n'y a pas de gouvernement sans idiot. Maintenant, nous savons qui est l'idiot dans le gouvernement israélien, si cette analyse vous a aidé. Pour voir ce qui se passe réellement derrière les gros titres des journaux, faites une chose simple. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, mettez un like et écrivez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Je lis et je réponds, comme vous l'avez remarqué. Je ne vérifie pas plusieurs fois. J'y vais après quelques heures, je regarde et je réponds. Donc si vous laissez un commentaire, consultez dans les 2 ou 3 premières heures et j'y répondrai. Écrivez donc quelque chose. Plutôt, pour ainsi dire, je le lirai. Comme cette analyse sera vue par plus de personnes, donc si vous mettez des likes, mettez des likes. Et encore, nous avons ouvert un compte Instagram, elle porte le même nom que cette chaîne YouTube, Léon Weinstein US, c'est-à-dire en lettres latines, Léon Weinstein, Weinstein US. Là-bas, nous publions des choses courtes et intéressantes, des extraits de vidéos d'autres personnes avec mes commentaires, des commentaires rapides, et aussi des matériaux provenant d'autres sources, sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. C'est un complément à ce que vous regardez déjà ici. Abonnez-vous là-bas aussi, s'il vous plaît. Et j'ai une grande demande. S'il vous plaît, réfléchissez par vous-même. C'est très important. Et prenez soin de votre tête. À la prochaine dans le prochain épisode.